Le soir où les gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un bord glacial, je vais trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. Au mois de janvier 2017, un film d'horreur intitulé The Bye Bye Man est sorti aux États-Unis. Le film est inspiré d'une nouvelle, Le Pont de Bodhi Island, tiré du livre d'histoire vraie de Damon Snake, rebaptisé The Bye Bye Man l'année dernière. Il raconte l'histoire de 3 étudiants, Elliot, Sacha et John, qui emménagent dans une nouvelle maison et découvrent un nom et un message inscrits à l'intérieur d'une petite table de chevet. Ne le dis pas, n'y pense pas. En lisant le nom à haute voix, il libère une entité surnaturelle, le Bye Bye Man. La séance de Ouija. Au cours de l'automne 1990, à Sun Prairie dans le Wisconsin, 3 étudiants, John, Elliot et sa petite amie Catherine, se réunirent pour jouer avec une vieille planche Ouija trouvée dans un grenier. Ellie et John partageaient les mêmes goûts pour les films et les livres d'épouvante, les jeux de rôle et le paranormal. Ils étaient tous les deux écrivains et Ellie se montrait particulièrement prolifique. Ces histoires avaient toutes un point commun. Elles étaient sordides. Diplômé en folklore, il aimait la culture gothique, les biographies des tueurs en série, et il était un chasseur de fantômes passionné et enthousiaste. Il avait passé de nombreuses heures à traîner dans les cimetières, les maisons hantées et les églises satanistes en compagnie de médiums, de wiccans et de sorciers. Mais à son grand regret, jamais il n'avait rien vu d'inexplicable. John étudiait la philosophie, le mysticisme et les travaux de Joseph Campbell. Catherine était une jeune femme sensible, anxieuse et facilement impressionnable. John et Ellie avaient dû la supplier pour qu'elle accepte de participer à leur expérience. Ils étaient très excités à cette idée. Ils pensaient que l'effet idéomoteur inconscient attribué au mouvement de la planchette n'expliquait pas tous les phénomènes observés lors des séances de Ouija. Ils espéraient arriver à communiquer avec l'esprit d'un défunt, quelqu'un dont ils ne sauraient rien et dont les détails de l'existence pourraient être vérifiés. Ainsi, ils prouveraient l'existence de la vie après la mort. Pour leur première séance, les 3 amis, qui pensaient qu'une atmosphère appropriée était nécessaire à la venue des esprits, allumèrent des bougies. Puis, ils éteignirent toutes les lumières et ils mirent le requiem de Mozart sur la chaîne stéréo. Ils avaient décidé que John et Catherine utiliseraient le Ouija pendant qu'Ellie noterait les réponses sur un cahier. Malheureusement, malgré leur mise en scène théâtrale, la planchette restera désespérément immobile. Après de nombreuses tentatives infructueuses, des messages commencèrent à leur parvenir, qui parlaient du nouvel âge, d'amour et de vibrations plus élevées. Ils finirent par établir un contact régulier avec certaines entités, dont une qui se présentait comme l'esprit du Ouija. Il semblait contrôler toutes les autres. Apparemment, aucune d'entre elles n'avait jamais vécu. Elles étaient plutôt comme des consciences libres. Elles possédaient toutes leur propre identité, et elles étaient facilement identifiables, autant par leurs mots que par la façon dont elles déplaçaient la planchette. L'esprit du Ouija ne leur permettait de communiquer qu'avec 8 entités différentes, toujours les mêmes. Il disait agir ainsi pour les protéger de certaines autres, autrement plus dangereuses. À la demande d'Ellie, John et Catherine effectuèrent quelques tests, et à chaque fois, le résultat fut identique. Quoi qu'ils fassent, même les yeux bandés dans une pièce obscure, les entités continuaient à leur parler. Ils sélectionnaient des questions auxquelles il fallait répondre par des chiffres, des mots ou des lettres. Les réponses étaient vagues, comme souvent, mais elles restaient cohérentes et correspondaient aux questions posées. Ils essayaient également les EVP, l'écriture automatique, les pendules, mais les résultats furent décevants, et ils abandonnèrent rapidement. Au bout de quelques semaines, les pages du cahier dont ils se servaient pour noter leurs conversations étaient noircies de réflexions philosophiques, et ils commençaient à se lasser du monologue des entités. Ellie, qui n'avait pas oublié son idée de parler à un mort, commença à les questionner à ce sujet, et à force d'insistance, ils finirent par lui révéler qu'un esprit malfaisant cherchait à communiquer avec elle, mais qu'elle s'y refusait. Elle l'appelait le Bye Bye Man. L'esprit était celui d'un homme, et plus surprenant encore, celui d'un homme encore en vie. Fascinée, Ellie demanda à lui parler, mais Catherine enleva son doigt de la planchette, qui s'arrêta aussitôt de bouger. Elle avait connu plusieurs expériences inexplicables dans sa vie, et elle en avait été profondément affectée, au point de ne plus pouvoir regarder de films d'horreur. Elle n'avait aucune envie de discuter avec quelque chose de sinistre, l'idée même la terrifiait. Les jours suivants, elle refusa de s'approcher du Ouija. Ellie et John tentèrent d'organiser une séance sans elle,
en vain, et ils durent se résoudre à lui proposer un compromis pour la faire revenir. Ils lui promirent de ne pas chercher à discuter directement avec le Bye-Bye-Man, mais d'essayer de soutirer des informations aux autres entités, des renseignements utiles qui pourraient être vérifiés. Et elle finit par céder. Malheureusement, quand ils cherchèrent à les interroger, aucune des entités ne voulut leur répondre. Elles se figèrent dans le silence, refusant même de faire bouger la planchette pour signaler leur présence. John eut alors une idée. Il annonça à l'esprit du Ouija qu'ils étaient fatigués des conversations ennuyeuses des entités et qu'ils allaient essayer un autre Ouija, un modèle de la Parker Brothers qu'ils avaient acheté dans le commerce. Pendant quelques jours, ils se servirent de leur nouvelle planche, sans parvenir à rentrer en contact avec quoi que ce soit. Puis, ils reprirent l'ancienne, et l'esprit du Ouija accepta de leur raconter l'histoire du Bye-Bye-Man. En 1920, à Algiers, en Louisiane, un garçon était né albinos. Sa peau était blanche, tout comme ses cheveux, et ses grands yeux clairs reflétaient le ciel. Il était étrangement beau. Ses parents, dont personne ne savait rien, l'avaient abandonné à la naissance et il avait été confié à l'orphelinat local. En grandissant, le garçon s'était révélé difficile et il avait commencé à se montrer violent. Certains enfants le craignaient, d'autres le tourmentaient. Il n'avait pas d'amis. Il essayait de s'enfuir de l'orphelinat à plusieurs reprises, mais il avait toujours été retrouvé et ramené. Il avait poignardé une infirmière avec une grande paire de ciseaux, et plus personne n'avait jamais entendu parler de lui. Il vivait comme un vagabond, suivant les lignes de chemin de fer et sautant de train en train pour se déplacer. Laissant libre cours à ses instincts, il avait commencé à tuer au hasard de ses rencontres. Des cadavres horriblement mutilés avaient été retrouvés dans tout le pays, ou tout du moins dans le sud. Des rumeurs avaient alors commencé à courir sur un albinos qui était souvent observé sur les lieux du crime, le long des voies ferrées. Il était devenu une légende, une sorte de monstre dont on chuchotait le nom. Les témoins, pour la plupart des employés de chemin de fer, parlaient d'un homme, mais était-il encore humain, au visage livide, aux longs cheveux blancs et aux lunettes noires? Il était toujours habillé de la même façon. Il portait toujours, été comme hiver, un grand manteau de pois et un chapeau à large bord. L'un de ses poignets était agrémenté d'un tatouage, et dans sa main, osseuse et blanchâtre, il tenait un sac à bandoulière. Il lui servait à transporter les langues et les globes oculaires prélevés sur ses victimes. Au fil du temps, sa vue s'était détériorée. Il était devenu aveugle et il avait commencé à développer certaines capacités psychiques. À chaque fois que quelqu'un pensait à lui, ou disait son nom à haute voix, il l'entendait, et il prenait le train pour se rapprocher de lui. Leurs pensées le guidaient comme un phare dans la nuit. S'il s'arrêtait de penser à lui, alors il les perdait. Pour l'aider dans sa tâche, il s'était fabriqué un compagnon, cousant littéralement les langues et les globes oculaires ensemble. Il avait réussi à lui donner vie, grâce à ses connaissances en magie noire, ou peut-être en vaudou. Personne n'en était sûr. Quand il arrivait dans une ville, où il avait été appelé, le Bye-Bye-Man envoyait son chien maléfique sur le malheureux qui avait pensé ou parlé de lui. Certains ne savaient même pas d'où il connaissait son nom. Une fois sa proie localisée, la chose se mettait à siffler d'une manière particulière pour prévenir son maître. Il était ses yeux. L'épouvantable créature s'est détériorée en permanence, et le Bye-Bye-Man devait tuer sans cesse pour se procurer les langues et les globes oculaires nécessaires à sa restauration. Où est le Bye-Bye-Man maintenant? Demanda un soir Ellie. Chicago, lui répondit aussitôt l'esprit du Ouija. Il vous connaît. Il se rapproche. Horrifiée, Catherine enleva précipitamment ses doigts de la planchette. Elle n'en pouvait plus de toute cette histoire. Ils tentèrent de la raisonner, mais aucun de leurs mots ne put la rassurer. Alors, comme elle refusait obstinément de continuer et qu'il n'avait de résultat qu'en sa présence, le Ouija retourna au grenier. Les trois amis avaient été terriblement affectés par l'expérience. Toutes les nuits, d'abominables cauchemars les réveillaient. Paniqués et en sueur, à 3h du matin. Un week-end, Ellie et Catherine se rendirent à un concert à Oso, dans le Wisconsin. Ils marchaient le long du pont ferroviaire de l'île de Barker Stewart, plus connu sous le nom de Body Island, parce que les corps des bûcherons morts étaient autrefois lavés sur une rive en amont, quand Ellie aperçut une tortue de la rivière. Excité, il décida de descendre pour l'observer de plus près, et Catherine l'attendit sur le pont. En son absence, un sifflement strident se fit entendre, qui commença à se rapprocher, et elle pensa aussitôt au Bye-Bye-Man. Terrifiée, elle se mit à courir à toute vitesse, et elle s'enfuit, sans même prévenir Ellie. La nuit suivante, John dormait profondément quand des coups sourds résonnaient à sa porte. « Hey John, viens, on sort pour le petit déjeuner !» lui cria une femme depuis le couloir. Sa voix ressemblait étrangement à celle de Catherine. Il ouvrit les yeux, la chambre était toujours plongée dans l'obscurité. Troublé,
Il jeta un rapide coup d'œil à son réveil. 3 heures du matin. Un peu tôt pour aller prendre un petit déjeuner. Une nouvelle série de coups retentit. Et soudain, il se souvint. Catherine et Ellie se trouvaient dans le Wisconsin. Brusquement paniqué, il se leva précipitamment de son lit, mais dans son affolement, il se prit les pieds dans les draps et s'effondra sur le sol. Comme il était allongé, la tête tournée vers la porte, il distingua 2 ombres par l'interstice, une grande et une petite. Et l'idée lui vint que le Bye Bye Man était venu le chercher. Il avait pensé à lui à de nombreuses reprises. Il ne pouvait pas s'empêcher de penser à lui. Horrifié, il décida de ne pas bouger et d'attendre. Quelques heures plus tard, quand il se réveilla, les premières lueurs de l'aube éclairaient faiblement la pièce. Il gisait toujours sur le plancher, mais les ombres avaient disparu. Naissance d'une légende. Une dizaine d'années s'écoulèrent, sans incident notable. Au début des années 2000, Ellie, qui avait pour habitude de raconter son histoire à ses amis les nuits d'Halloween, finit par attirer l'attention de Robert Demon Snake, un écrivain qui avait déjà rédigé plusieurs ouvrages recoupant des histoires vraies. Après la sortie de son livre en 2005, l'histoire du Bye Bye Man se répandit sur les forums. Les émissions de radio en parlaient dans leurs programmes en fin de nuit, et les passionnés du paranormal commencèrent à s'y intéresser. Le Bye Bye Man devint alors une légende urbaine, un peu comme le Slenderman. De nos jours, Catherine refuse de s'exprimer sur leurs séances de Ouija ou sur le Bye Bye Man. John mène une vie banale en Amérique du Nord. Ellie, le seul membre du groupe à ne pas avoir eu d'expérience paranormale, vit maintenant à New York. Il est le fondateur d'une association à but non lucratif qui vient en aide aux victimes de phénomènes paranormaux. Il possède toujours la vieille planche Ouija qui a servi à leur séance. Il l'a enfermée dans une cabane avec d'autres objets occultes, la barre à savon d'un évier hanté, un livre de magie noire et une lance maudite acquise auprès d'un anthropologue local. Le Bye Bye Man oscille entre réalité et légende. Des séances de Ouija ont bien été tenues, au cours desquelles son nom et son histoire ont été révélés. Cependant, rien ne prouve la réalité de son existence, bien au contraire. Monsieur Snake a effectué des recherches, mais il n'y a jamais eu d'orphelinat à Alger. Il n'a pas trouvé d'informations sur un tueur en série officiant près des voies ferrées à l'époque indiquée. Sans un orphelinat ou une preuve de meurtre, l'histoire semble être une invention, a-t-il déclaré. Mais qui l'a inventé et pourquoi? Monsieur Snake doute de l'existence du Bye Bye Man, mais il prend néanmoins quelques précautions. Quand il pense à lui, ou quand il en parle à la radio, il n'utilise pas son nom, seulement ses initiales, BBM. Il ne sait pas d'où vient le monstre, mais il se dit fasciné. En admettant que les faits se soient bien déroulés comme le prétend Monsieur Snake, les explications sont peu nombreuses. L'inconscient collectif des 3 étudiants a pu créer le Bye Bye Man. L'histoire a peut-être été inventée par l'esprit de Ouija, comme l'esprit de Patience Words avait prétendument dicté ses livres à Pearl Curran. Ou par un esprit maléfique qui espérait ainsi les vulnérabiliser pour mieux les posséder. Ou alors, le Bye Bye Man existe réellement. L'hypothèse est peu probable, mais qui pourrait en jurer?